Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle épreuve. Et aujourd'hui, c'est la première ardennaise, même si moi j'ai toujours du mal avec ce principe d'ardennaise du côté de l'Amstel. Alors c'est toujours compliqué de classer cette épreuve, on en parlera un petit peu plus tard dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui est votre favori, qui est votre grosse cote, que ça soit pour la course masculine comme pour la course féminine, parce qu'on fera encore la présentation des deux épreuves. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Les shorts TikTok juste après l'arrivée des deux courses et puis la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Notamment, il y a eu pas mal de vidéos qui vont, pas mal de vidéos vont sortir là dans les heures à venir. Il y a l'Amstel, il y aura le Tour des Alpes, il y aura également les deux départs fictifs au final, le Grand Prix du Japon, le Tour du Jura. Enfin voilà, pas mal de vidéos sur la chaîne dans les heures à venir. Gros week-end, voilà, en termes de nombre de vidéos. On commence tout de suite avec l'Amstel. Est-ce qu'il n'est pas là le sixième monument, le fameux sixième monument? À chaque fois, on parle des Strade Bianche. C'est bien les Strade Bianche, mais il manque du kilométrage, il manque également de l'histoire à cette épreuve. L'Amstel, il y a l'histoire. C'est quand même une épreuve qui date depuis 1966, je crois, de mémoire, et qui a aussi le kilométrage. L'Amstel, c'est 253 km chez les garçons. Donc on peut dire, il y a l'histoire, il y a le kilométrage, il y a un parcours difficile. Le problème de l'Amstel, pour moi, pour que ça soit un monument, c'est qu'il n'y a pas de lieu iconique. Chaque monument a un lieu iconique, la côte de la Redoute pour Liège, la trouée d'Arenberg ou le carrefour de l'Arbre, je dirais, ou même l'arrivée pour Paris-Roubaix du côté du Tour des Flandres. Vous avez le Vieux Quarmont, vous avez le Koppenberg, le Paterberg, du côté de Milan-San Remo, le Poggio, c'est quand même un lieu iconique du côté du Tour de Lombardie. Déjà c'est plus compliqué parce qu'avant il y avait pour moi le mur de Sornano qui n'y est plus. Donc c'est déjà plus compliqué sur le Tour de Lombardie, je vous l'accorde. Mais il y a quelques endroits, il y a la chapelle autour de Lombardie, qui est quand même un lieu iconique. Le problème pour moi de l'Amstel, ce qui a toujours été pour moi le souci de cette course, c'est qu'il n'y a pas le lieu marquant. Le Cauberg, pour moi, c'est pas une côte si difficile que ça. Pour moi, le mur de Huy est plus marquant que le Cauberg. Et ça a toujours été le problème de cette épreuve. Le problème de cette épreuve aussi, c'est que c'est une course qui a changé énormément de fois de formule. Parfois, c'était une course qui n'était pas très compliquée, qui convenait même parfois au coureur rapide. C'était dans les premières années. Ensuite, c'est une classique qui est quand même plutôt devenue une course pour puncher, même s'il fallait avoir une bonne pointe de vitesse dans la deuxième partie des années 70-80, on se souvient notamment d'Yann Ras, par exemple. Dans les années 90, c'est une course qui avait un petit peu perdu en termes de liste de départ. Les vainqueurs des années 90 sont pas si importants que ça, on sent que c'était une course qui était un petit peu difficile. On a eu cette arrivée au Cauberg dans les années 2000, sauf que c'était toujours une course qui était sous-considérée par rapport à l'arrivée à Anse, par rapport à l'arrivée en haut du mur de Huy. Vous savez qu'elle avait du mal également à exister, surtout que certaines années, on a vu là aussi des courses avec des scénarios un petit peu atypiques, des échappées étaient allées au bout du côté de l'Amstel, avec parfois des courses qui n'avaient pas été très passionnantes au début des années 2010. Et puis cette course a retrouvé de l'intérêt pour moi avec le changement de parcours, avec le fait qu'on ne donne plus l'arrivée en haut du Cauberg, mais un peu après le Cauberg, ça c'était dans les premières années, et puis maintenant avec le circuit final qui, je trouve, provoque pas mal de suspense. On se souvient notamment de la victoire de Mathieu Van Der Poel face à Julien Alaphilippe, même si il y a toujours eu, on va dire, une petite polémique sur cette arrivée-là, parce que Mathieu Van Der Poel, lui, il avait des informations que n'avait pas forcément Julien Alaphilippe. Il manquait des informations à Julien Alaphilippe, notamment les écarts qui n'étaient pas bons
Il semblerait que ce soit le directeur de course qui ait décidé de ne pas donner les gros écarts. Parce que c'est aussi la particularité de cette épreuve, une organisation chaotique. Ça sera peut-être moins le cas à partir de l'année prochaine où c'est Flanders Classic qui reprendra l'organisation. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, cette course-là, on a eu des organisations pas chaotiques, des photos finish qui n'étaient pas aux normes, la situation avec Van Der Poel. Un parcours pas toujours très bien sécurisé également, souvent assez dangereux à cause également de la sécurisation, un manque de signaleurs par exemple sur cette épreuve, et ce qui fait que ça nuit également sur la magie de cette épreuve et sur le fait qu'on puisse intégrer cette épreuve avec un statut World Tour. Avec un statut de monument, parce que le statut World Tour, elle était même coupe des nations, ce qui était avant le World Tour, la coupe des classiques, du côté de l'UCI. Que dire de plus du côté de cette course? Eh bien, elle est difficile à classer, cette épreuve. C'est ce qui en fait pour moi sa particularité, ce qui en fait son charme. Parce qu'on la met parmi les Ardennaises. Sauf qu'en réalité, c'est pas une Ardennaise. Déjà parce qu'on n'est pas du tout dans les Ardennes belges. On est aux Pays-Bas, dans la province du Limbourg, dans la majorité de cette course, même si quelques années, il y a eu une incursion en Belgique, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, le parcours est 100% néerlandais. Les côtes sont quand même plus courtes, alors même si on va voir quelques bosses de 3000, 2500 mètres, certes, mais ces bosses-là n'ont pas beaucoup de pourcentage. Les bosses avec du gros pourcentage, c'est des côtes qui font moins d'1 kilomètre. Ce qui fait que d'un côté, c'est pas une ardennaise, et de l'autre, c'est pas une flandrienne, on pourrait dire, parce qu'il n'y a pas les pavés, sauf qu'elle a beaucoup de caractéristiques pour moi d'une flandrienne. Déjà, ces monts, c'est vrai que on appelle ça des monts déjà, pas des bosses, et les monts néerlandais, pour moi, sont assez courts, en fait. C'est 900 mètres, 1 km. Le mont le plus long fait 3000 mètres, je crois, ou 3700 mètres. La plupart des monts, c'est ce qu'on voit en Belgique. Sauf qu'ils n'ont pas de pavés. Les routes étroites, ça aussi. Tous les monts pavés, l'approche des monts pavés souvent se fait par des routes étroites en Belgique. Eh bien, du côté de ces routes-là néerlandaises, très très étroites, on peut passer à 3 ou 4. C'est aussi la particularité de cette épreuve. Les routes qui sont peut-être les plus étroites de la saison empruntées sur une épreuve World Tour avec le Tour du Pays Basque. Et puis, on a aussi ces changements de direction, tout ce mobilier urbain, comme sur les Flandriennes belges, un peloton qui est souvent très très nerveux parce que ça se court comme un Tour des Flandres, quasiment. La seule différence, c'est que les monts ne sont pas pavés, et donc c'est sur les monts où ça change la manière de courir, mais l'approche des monts, le stress avant les monts, le mobilier urbain, les ronds-points, les changements de direction incessants, c'est je crois la course où il y a plus de changements de direction de la saison. Ça se court un peu, pour moi, comme une flandrienne. Et puis, autre particularité de cette épreuve, autre que les changements de direction incessants, et qu'on n'a pas ça sur les autres épreuves, je vous parlais encore une fois de l'organisation, ce sont les voitures garées sur le bord de la route. Les voitures sont souvent très très proches du bord de route. Et donc, il faut faire très attention. On a vu pas mal de coureurs perdre des clavicules contre certaines carrosseries, contre certaines ailes de voiture. Donc, il faut vraiment faire attention. Pour moi, c'est une course où il est très dur de performer quand on ne connaît pas le parcours. Pour moi, c'est très dur pour les débutants, cette épreuve. Parce qu'il y a vraiment des vraies particularités à ce parcours qu'on ne retrouve pas sur d'autres courses. Donc il faut vraiment être habitué au parcours, et un peu comme une flandrienne, où souvent les débutants, c'est pas si facile que ça pour une flandrienne. Et puis pour moi, autre différence également avec d'autres courses, et ce qui fait le charme, c'est aussi la différence de course de scénario entre la course féminine et la course masculine. La course masculine, il va y avoir ce circuit final d'une vingtaine de kilomètres, ce qui fait que le Cauberg est moins important que sur d'autres épreuves. Alors que chez les filles, le Cauberg, c'est hyper important. Déjà parce qu'on va y passer 4 fois,
Mais parce que le final, il est 1 km 500 après le dernier passage du Koberg. Donc ça change vraiment la course entre les filles et les garçons, et je trouve que c'est pas mal, parce qu'on n'a pas le même scénario du tout entre ces deux épreuves. Ce qu'on a aussi un petit peu avec Paris-Roubaix, mais du fait du kilométrage de la course, pas du fait de difficultés qui sont différents sur Paris-Roubaix, et bien là, Paris-Roubaix, pardon, là c'est vraiment les monts qui sont différents sur cette épreuve et la manière d'agencer la course qui est différente. Allez, on regarde tout de suite la présentation du parcours. On regarde tout de suite le parcours de cette journée du côté de l'Amstel Gold Race, une journée compliquée. On va commencer par la course féminine et puis on parlera de la course des garçons ensuite. Sur le parcours, alors les monts sont similaires, on va dire, entre les deux courses, mais le parcours est quand même un petit peu différent. On commence du côté de cette journée, du côté de Maastricht, entre Maastricht et Valkenburg, Bergen-ten-Breit, néerlandais, mais c'est Valkenburg en français. Donc pour cette journée, 158 km, départ donc de Maastricht. Entre Maastricht et Valkenburg, c'est quasiment à côté. Hein. Voilà, il doit y avoir 10 km d'écart entre les deux communes. Départ de Maastricht. Sur la première heure de course, du côté des filles, seulement deux monts. Le Maasberg, 300 mètres à 6% et le Hadsteg, 500 mètres à 5%. Et c'est après que ça va se corser largement dans cette course où il y aura 21 monts à parcourir. On aura juste après au kilomètre 49, donc c'est-à-dire à une centaine de kilomètres de l'arrivée, le Bergzweig, 700 mètres à 5,9%, enchaîné 2 km après seulement avec le Korenweg, 900 mètres à 3,6%, au kilomètre 51,6. 10 km après, c'est le fameux Kruisberg, 500 mètres à 9,8%, le Kruisberg néerlandais, différent des Kruisberg belges. Juste après, il y a mon mont préféré, le Eiser-Bosweg, 800 mètres à 9,3%, qui est 3 km après. Pourquoi je vous dis que c'est mon mont préféré? Parce que ça fait partie des monts difficiles à prononcer. C'est aussi la particularité de l'Amstel, avec parfois des noms à la rallonge. Ensuite, on a le Fromberg, que l'on prendra qu'à une seule reprise, le Fromberg, 600 mètres à 5% au kilomètre 68,4. Puis le Kuttenberg, mont de 900 mètres à 7,7%, qui lui arrive au kilomètre 73,2. 10 km après, premier passage au Koberg, il y en aura 3 sur cette épreuve féminine. Le Koberg, 500 mètres à 9,2%. Ça monte un petit peu avant, là, c'est la version, on va dire, où il y a les plus gros pourcentages, mais avant, ça grimpe déjà dès le virage sur la gauche, hein, ça grimpe, le Koberg. Vous avez un virage à angle droit sur la gauche, et ensuite ça grimpe fort. Et puis après on a ce petit parcours avec notamment, il y aura 4 passages du Koberg, hein. J'ai dit une petite bêtise, je vous ai dit 3 passages, il y aura 4 passages par le Koberg, parce qu'ensuite on aura un circuit qu'on va prendre à plusieurs reprises, avec le Gullemerberg, 1000 mètres à 4,8%, puis le Bemelerberg, 700 mètres à 5,4%. De nouveau le Koberg, une deuxième fois ce circuit qui sera repris une dernière fois, enfin il sera repris à 4 reprises, hein. En fait, à chaque passage du Koberg, on aura l'enchaînement Gummelerberg, Bemelerberg, et on finira par le Koberg, qui sera le dernier mont de la journée. Donc c'est ça qui différencie par rapport à la course des garçons, où on ne finira pas par ce Koberg dans la course des garçons. On passe au circuit des garçons pour cette journée, un petit peu différent, avec plus de monts au programme de cette journée. Donc là encore, on partira par le Maasberg et le Hadsteg. Donc je vous le rappelle, le Maasberg, 300 mètres à 5,5%, le Hadsteg, 700 mètres à 4,6%.
Au kilomètre 49.1, on aura le Bergzweg, 2500 mètres, hein, donc c'est l'un des noms les plus longs, contrairement qui n'est pas pris par la course des filles. Le Bergzweg, 2500 mètres à 3,3%. Enchaîné au kilomètre 51.6 avec le Korenweg, 900 mètres à 5,3%. Donc vous voyez que les deux monts s'enchaînent quasiment que coup. L'un à la suite de l'autre. Je rappelle également qu'il y a 33 monts, on a 12 monts en plus par rapport à la course des filles. Après ce Korenweg, le mont numéro 5 est au kilomètre 57. C'est le Nischwillerweg. Nischwillerweg, 1300 mètres à 2,7%, enchaîné avec le mont numéro 6 qui est le Reichsweg, 3000 mètres à 2,9%, qui n'est pas le mont le plus long encore. Vous allez voir, il y a un mont notamment de 3700 mètres. Au kilomètre 83.6, on a le Wolfsberg, 900 mètres à 3,4%, enchaîné avec le Lourbeck, 1400 mètres à 5,3%. Entre ces deux monts, il y aura seulement 6 km. Une petite pause d'une dizaine de kilomètres avant d'atteindre le Schweibergerweg. C'est toujours long, hein, les noms néerlandais, je vous l'avais dit. 2300 mètres à 4,6%. Et puis le mont numéro 10, qui est le mont le plus long, hein, de cette journée, ce mont numéro 10, qui sera le Kammerig. 3700 mètres à 4,2%. Donc là, c'est un mont qui est très long. Et surtout, ce Kammerig, 10 km après, on a un deuxième mont qui est très long, qui est le Drielandenpunt, 3000 mètres à 3,8%. On enchaîne ensuite avec le Gemmenich, 900 mètres à 6%, qui est quasiment à la suite, hein. C'est-à-dire que entre le Drielandenpunt et le Gemmenich, ça s'enchaîne, hein. Vraiment, il n'y a pas de pause entre les deux. Et ensuite, 5 km après, on a Epenerbahn, qui s'appelle également Weichnerbos, 1400 mètres à 5,5%. On est au mont numéro 13. Le mont numéro 14, c'est le Epperheide, 2400 mètres à 4,7%. Puis le mont numéro 15 avec le Gulperberg ou le Bergweg. Aussi, hein, des fois il y a des noms différents. 500 mètres à 9,8%. C'est du costaud, hein. En termes de pourcentage, celui-là, avant le mont numéro 16, qui est le Plettenberg, 1000 mètres à 3,5%. Il s'enchaîne avec le Eiserweg, 2000 mètres à 4,6%, qu'on a vu également pour la course des filles. Mont numéro 18, qui est le mont de Saint-Rémy-Glouchtrat, ou le mont de Huls, 1400 mètres à 5,7%. Avant le mont numéro 19, le Vralkelberg, qui sera de 500 mètres à 7,6%. On retrouve ensuite le Siebergrube, qui est au kilomètre 168, donc à moins de 100 km de l'arrivée. Ce Siebergrube, 1800 mètres à 4%. Ensuite, on prendra le Cauberg pour un premier passage. Ce Cauberg qui ne sera pris qu'à 2 reprises, hein, contrairement à la course des filles qui le prend à 4 reprises. Le Cauberg, donc soit on disait 5%, 500 mètres à 9% ou 800 mètres à 6,6%. Enchaîné avec le Gemmelerberg, là encore. Mais on rajoute le Kederberg pour les garçons, 1800 mètres à 3,6%. Le Bemelerberg, 1000 mètres à 4,4%. Le Lorpberg, 1400 mètres à 5,3%. Et puis, on aura le mont numéro 26, le Gulperberweg, 900 mètres à 5,5%. Enchaîné avec 2 monts compliqués, le Kreuzberg et un deuxième passage, un passage par un nouveau mont, le Eiserbosweg, et pas le Eiserweg, un petit peu différent, 1100 mètres à 7,8%. 2 autres monts, le Fromberg et le Köthenberg, 1700 mètres à 3,8% et 1600 mètres à 5,8%, avant de franchir une dernière fois le Cauberg pour aller reprendre le circuit final, avec au kilomètre 238 le Gellermerberg et ensuite le Bemelerberg pour finir cette journée. Enfin, finir, c'est vite dit,
parce qu'en fait, après le Bemelerberg, ça grimpe toujours jusqu'à l'arrivée. Mais ce Bemelerberg, qui est à 5 km de l'arrivée, vous avez encore une dernière rampe dans le final de cette course pour rejoindre donc Valkenburg. Donc une journée très très compliquée avec ces 33 monts au programme. Donc c'est toujours très difficile, hein, voilà, avec ce circuit final qui a été introduit en 2017 et qui apporte beaucoup de suspense à ce parcours. J'ai oublié de regarder, mais je peux regarder tout de suite ce que ça donne en termes de dénivelé positif chez les garçons, parce que je sais que certains aiment bien ça. Au niveau du dénivelé positif, ça va peut-être me le mettre là. Hop, voilà, pour avoir le dénivelé positif, on est à 3290 mètres, donc sur 253 km 600 de course. C'est aussi une des particularités de l'Amstel, hein, la longueur de cette course. C'est la longueur d'un monument. Alors, c'est pas un monument, mais c'est la longueur d'un monument, avec quasiment 6 heures de vélo au programme pour les garçons. On regarde la météo et puis on regarde un petit peu la carte du parcours. Ça, c'est la carte du parcours masculin. Donc, comme je vous le disais, hein, entre l'arrivée et le départ, il y a à peine une dizaine de kilomètres et ça tournoie un petit peu dans tous les sens. Un vent qui viendra de l'est, donc plutôt, j'irais de face, hein, dans la majorité des monts. On aura rarement des monts vent de dos, donc un vent d'ouest qui sera entre 15 et 35 km/h. Le temps, lui, sera ensoleillé, avec pour les garçons entre 11, 13, 14 degrés, pour les filles un peu moins. Surtout, il faudra faire attention au début de journée pour les filles, avec un départ un petit peu matinal. Je crois qu'on part à 10 heures pour les filles sur ce parcours. Et puis faire attention avec le vent, c'est qu'on a des zones qui sont parfois très exposées, très dégagées, donc il faudra faire attention sur certaines zones de transition entre deux monts, où on peut parfois se retrouver sur des grosses routes larges. Donc voilà, il faudra faire attention dans ces zones-là avec le vent de côté. On regarde tout de suite le palmarès de cette épreuve. On regarde tout de suite le palmarès. Je commence avec la course femmes. Course femmes qui a eu des éditions avant 2017. 3 éditions. 2001, 2002, 2003. Notamment avec Léotien Van Morzel qui s'était imposé en 2002. Debbie Manswell qui c'était la première à s'imposer en 2001. Et puis en 2003, cette course faisait partie de la Coupe du Monde des classiques féminines avec la victoire de Nicole Cook devant Olivia Golan et Edita Pochinskaite. Sauf qu'après 2003, la course n'aura pas lieu pendant 14 ans. Pourquoi ? Eh bien, la course démarrait 30 minutes après la course des garçons. Et ce qui fait qu'en 2003, eh bien, les deux courses ont failli arriver au même moment. On a failli avoir les filles qui rattrapent les garçons et les organisateurs considéraient que c'était trop compliqué d'organiser deux courses le même jour. Donc, eh bien, ils ont décidé de s'arrêter. Et puis, cette épreuve a repris en 2017, mais cette fois-ci en amont de la course des garçons. Première victoire en 2017 pour Anna van der Breggen devant Elisabeth Deignan, et à la troisième place, j'ai à la fois Van Vleuten et Neviadoma. En 2018, c'est Chantal van den Broek qui s'imposait devant Lucy Dan Brandt et Amanda Spratt. En 2019, Katarzyna Neviadoma s'imposait devant Van Vleuten et Marianne Vos. L'épreuve était annulée en 2020 suite à la Covid, comme pour les garçons, reprise en 2021, sur un circuit qui était bien différent, pas extrêmement compliqué. C'était une course en circuit en 2021, victoire de Marianne Vos devant Demi Vollering et Van Vleuten. 2022, c'était Marta Cavalli qui faisait une superbe semaine d'Ardennaise devant Vollering et Liane Nippert. Et puis Vollering s'imposait en 2023, enfin, face à Lotte Kopecky et Shirin van der Rohe. Elle allait remporter les 3 classiques ardennaises cette année-là, Demi Vollering. Du côté de la course des garçons, première édition, donc 1966. À l'époque, une course qui avait été un petit peu particulière à organiser. Déjà, les organisateurs avaient eu du mal à trouver un sponsor. Amstel avait voulu un petit peu à la dernière minute. Un parcours qui était extrêmement long.
En 1966, l'épreuve faisait 302 km, 7h50 de vélo. Ça avait pris un temps fou à organiser. En plus, il y avait des gros soucis au niveau de la route. Je crois que parfois, ça avait été très difficile de passer dans certains secteurs. Il y avait eu des gros ralentissements. Victoire cette année-là de Jean Stimblaski avec 30 coureurs qui sont classés du côté de Pro Cycling Histoire. L'année d'après, c'est Harry Den Hartog qui s'impose avec un parcours beaucoup plus court, avant que ça soit Harry Stevens en 68. Parmi les vainqueurs, eh bien, on a Walter Planckaert en 72. Là, la course commence à avoir un petit peu de renommée. Et puis surtout, elle arrive à attirer Eddy Merckx à partir de 73, qui sera le premier double vainqueur de cette épreuve en 73 et 75. Il faut savoir que pendant très longtemps, cette course avait du mal un petit peu à se faire une place dans le paysage du cyclisme parce qu'elle avait du mal à attirer les meilleurs coureurs. À l'époque, il fallait payer pour avoir les meilleurs coureurs. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui sur ce type d'épreuve. Jan Raas qui fera son quadruplé de 77 à 1980, dernière victoire 82 pour Jan Raas. Entre-temps, Bernard Hinault s'imposera, le coureur français, face à Roger de Vlaminck et Floris de Wolf. C'est le seul vainqueur français. Il fait partie des deux seuls vainqueurs français de cette épreuve avec Jean Stimblaski en 66. Phil Anderson, premier Australien vainqueur en 83, c'est la première grosse victoire d'un Australien. Ça va lancer un petit peu le cyclisme australien. C'est très important cette victoire de Phil Anderson en 1983. Phil Anderson est un coureur important pour le cyclisme australien. Parmi les vainqueurs, on a Steven Rocks en 86, Joop Zoetemelk en 87, devant Steven Rocks. On a versé donc le top 2 parce que Zoetemelk avait fait deuxième derrière Steven Rocks en 86. Il y avait Jelle Needham également en 88. Eric Van Lacker devant Claude Criquelion et Steve Bauer, c'était en 89. Adrie Van Der Poel en 90. Alors, l'édition 90 qui est un peu sujette à polémique en 1990 parce qu'en fait, Adrie Van Der Poel sera poussé par les spectateurs dans certaines difficultés et ses adversaires seront bloqués par le public, ce qui lui permettra de s'imposer avec une avance importante face à Luc Rosen et Jelle Needham. Franz Maassen s'impose en 91 et là, comme je vous disais, c'est vrai que parmi les vainqueurs dans les années 90, on n'a pas forcément que des gros noms. On a Olaf Ludwig en 92, on a Mousséou en 94. C'est là où je vous disais, cette course est un petit peu particulière au niveau du... Parce que la course était assez plate, encore à l'époque. Malgré tout, on a Björn Riis en 97. Qui n'était pas forcément spécialiste des classiques, Björn Riis. En 97, avec Björn Riis, bon, il roulait pas qu'à l'eau claire, il faut bien le dire, également pendant une grande partie de sa carrière. Parmi les autres vainqueurs, on a Mauro Gianetti, qui est désormais du côté de la UAE. Il y a pas mal de... En fait, les podiums, quand on regarde les années 90, début des années 2000, ils font pas tant rêver que ça. Si on regarde bien, c'est pas si exceptionnel que ça. 2000, victoire d'Eric Zabel, par exemple, devant Michael Boogart et Marcus Berg. Boogart qui avait gagné en 99. Particularité également de cette épreuve, c'est la seule épreuve World Tour des Pays-Bas. Lance Armstrong qui a fait 2 fois deuxième en 99 et 2001. Ces deuxièmes places qui ont été annulées. Je rappelle que les résultats à partir de 98 de Lance Armstrong sont annulés, mais pas avant 98. Par contre, les résultats de Boogart, eux, sont conservés. Comme quoi, c'est la magie de la lutte antidopage. Zabel également, donc vainqueur en 2000, ça on a parlé. Michele Bartoli en 2002, ça doit être une des dernières grandes victoires de Michele Bartoli. Avec le Tour de Lombardie également, qu'il avait remporté en 2003 et 2002. Mais voilà, c'est parmi les derniers grands résultats de Michele Bartoli dans ces années-là. Sa dernière victoire, ça sera au sommet du Mont Faron, sur un contre-la-montre. C'était pas un contre-la-montre par équipe même. Si, c'était un contre-la-montre par équipe. Voilà, je me souvenais un petit peu. En haut du Mont Faron. Et il n'avait déjà pas fini avec ses leaders ce jour-là. Donc la dernière saison de Bartoli qui n'était pas évidente.
Parmi les autres vainqueurs, Vinokourov en 2003, la première année sur le Koberg, Rebellin en 2004, où il avait fait le triplé, Di Luca en 2005, Frank Schleck en 2006, un petit peu la surprise générale. Frank Schleck avait réussi à s'imposer devant Stefan Wiesmann et Michael Boogert, Schumacher en 2007, Cunego 2008, et puis Philippe Gilbert qui va réussir le quadruplé sur cette épreuve, enfin 4 victoires, 2010, 2011, 2014, 2017. Enrico Gasparotto, victoire en 2012 et surtout en 2016 avec Antoine Desmotiers. Une grosse émotion pour Gasparotto. Et cette année-là, il s'impose devant Valgrun et Colbrelli dans une échappée, tout simplement pour Gasparotto, avec les leaders qui se feront avoir sur cette épreuve-là de manière assez surprenante. On finit avec les différents vainqueurs. Vous avez Kwiatkowski qui s'impose en 2015 et en 2022 pour le Polonais. Valgren en 2018 devant Kreuziger et Gasparotto. Van Der Poel en 2019 face à Simon Clark et Fuglsang. Et puis l'épreuve est annulée en 2020. En 2021, c'est une épreuve encore une fois en circuit avec Van Aert, Pidcock et Sharman. Kwiatkowski en 2022 face à Cosnefroy et Tige Benoît. Et puis Tadej Pogačar s'impose en 2023 face à Benelli et Pidcock avec une course qui se déclenche de très très loin où Tadej Pogačar fera 28 km en solo avec Benelli qui résistera jusque dans le final avec un groupe de 5 qui arrivera à partir assez vite avec Lutsenko, Krohn, Pidcock, Benelli et Pogačar. On regarde désormais les équipes présentes au départ du côté des filles. On commence avec la XD Works. Vollering sera au départ avec Kopecky, Misha Bredewald et Lorena Wiebes. Edge Insurance sera avec Ashley Moolman, Mireia Benito notamment. Canyon SRAM avec Nevia Doma, Ricarda Bauernfein ou encore Soraya Paladin, la FDJ Suez avec Lena Kuring et Amber Krak, Kolosh Ardegest. Du côté de la Phoenix de Koninck, on a Yara Castelline avec également Christina Schwenberger. Du côté de la Human Powered Earth, on aura Zanardi, Zanetti ou encore Henrietta Christie. Du côté de la Lidl Trek, Longo Borghini qui a remporté à travers la Flandre, la Flèche Brabançonne, avec Shirin Van Nistelrooy qui sera également là, et Brody Chapman. Du côté de la Liv, Alula, Mavi Garcia au départ avec Alexandra Menli ou encore Amber Pate. Du côté de la Movistar, Arlenis Sierra avec Patigno. Il n'y aura pas Liane Lippert, peut-être des soucis physiques pour Liane Lippert du côté de la Movistar, avec une équipe ça sera compliqué. Du côté de l'équipe Roland, Christopher Yu, la chypriote, avec Dromova ou encore Hartmann. Du côté de la DSM, on aura Juliette Labousse, qui aura peut-être du mal sur ce circuit. Il faudra se méfier de Pfeiffer Gorgi sur cette épreuve. Du côté de la Visma Lisobike, Marianne Vos sera au départ en forme. Marianne Vos avec Anna Andersen et Rechan Mascus. La UAE avec Sylvia Persico au départ ou encore Sofia Bertizzolo. La Uno X avec Simone Boilard qui pourrait peut-être faire un bon résultat aujourd'hui. Anoushka Koster également. La Cofidis, Flavie Boulais avec Anna Ludwig également au départ. Et puis Van Haften, la néerlandaise. Du côté de EF Education Cannondale, Nina Kessler avec Borghesi ou encore Magdalene Vallière et Clara Koppenberg, l'ancienne concurrente de la Cofidis. L'équipe Crush Rebel Eyes avec Marissa Bax qui sera au départ et Annick Moss. Du côté de la Volker Wessel Women Pro Cycling, donc une équipe qui est quasiment là vraiment la locale de l'étape. Eh bien on aura Stultiens ou encore Eileen Jensen. Du côté de Chevalmer, on aura Danny Kebram ou encore De Ballaré qui sera au départ. La S Cycling Team avec Casaola, Nicole Frein au départ également pour cette équipe. La Life Plus Wahoo, on aura Heidi Friends ou encore Ned King du côté de la Lotto Destiny, Julie Hendricks avec également Maureen Arens. La Proximus avec Arenhout,
avec De Groot, et puis Adèle Hurteloup, une Française qui est dans cette équipe continentale. Dans la Team Cup, il y aura India Granger, qui a eu des résultats intéressants sur les classiques flandriennes, ou encore Jorgensen, la Norvégienne. On passe aux garçons avec UAE, le dossard 1, ça sera pour Juan Ayuso. Et oui, Pogacar n'est pas au départ, avec également Jan Christen Almeida, ou encore Mark Hirschi et McNulty. Du côté de la EF, Benelli, Carapaz, ou encore Marine Vandenberg. Du côté de la Ineos, Thomas Pidcock, Kwiatkowski, ou encore Brandon Riviera. Du côté de la Alpecin, Mathieu Van Der Poel, avec aussi Axel Laurence et Søren Kragh Andersen. Du côté de la Visma Leasebike, Tige Benoot avec Matteo Jorgensen, ou encore Sten Mittet également dans cette équipe. La Soudal Quickstep avec Antoine Hubie, Van Sevenant, ou encore le Cerf au départ avec Vervaeke, une équipe pas très passionnante du côté de la Soudal Quickstep. La DSM, Warren Barguil sera au départ avec Oscar Onley et Kevin Vermarke. Il faudra peut-être se méfier de l'américain. Du côté de la Borans Grohe, Charman, Roger Adria, ou encore Bob Jungels. Du côté d'Astana, on aura Battistella, Anton Charming, ou encore Mats Kanter. Du côté de la Jayco Alula, Michael Matthews, Lawson Craddock, ou encore Luc Durbridge, avec Mauro Schmidt également, le Suisse. Du côté d'Intermarché, Lorenzo Rota, avec Alexis Forprost et Georg Zimmermann. La Lidl Trek avec Badjoli, avec Mollema, avec également Samumen, ou Skien Mose avec sa pointe de vitesse. Du côté de la Décathlon AG2R, Cosnefroy, Pierre Gauthera, Paul Lapera, Oliver Nelson dans cette équipe qui sera costaud. Et puis Dorian Godon également. Du côté de la Arkea, Albanese, Kevin Vauquelin également au départ avec Lorenz Heuss. Du côté de la Groupama FDJ, Valentin Madouas avec Romain Grégoire, Stephen Kug ou encore Quentin Paché. Du côté de la Bahreïn, Victorius Pello Bilbao avec Milosevic, Fred White. Du côté de la Cofidis, Axel Mario, Ben Hermans et les frères Izaguirre. Du côté de la Movistar, Alexandre Mbourou avec David Formolo ou encore Ivan Garcia Cortina. Du côté de la TDT, Artiche de Vries sera au départ avec Thomas Kopecky ou encore Adam Tupalik. Du côté de la Uno X, on aura le droit aux frères Alan Johannesson, à Andreas Leknesund également, Anders Karset. Du côté de la Flanders baloise, Kamel Bogneux, on aura également Van Hoff dans cette équipe. Israël partira avec Simon Clark, avec Fuglsang, Nylon, Corbin Strong, Dylan Tums également, ou Stephen Williams. Du côté de la Lotto Destiny, Maxime Van Kils avec Andreas Krohn. La Tudor sera avec Aloïs Charin ou encore Alexander Kamp. Et du côté de la Q36.5, Brand Biya, Damian Hawson ou encore David de la Cruz sur cette épreuve. Du côté de mes favoris, alors déjà j'enregistre, nous sommes le samedi, il est 16h09, donc les start lists normalement sont à jour, mais il peut y en avoir encore des modifications de dernière minute, ce qui peut arriver. Je précise également que l'Amstel est pour moi une course extrêmement dure à pronostiquer parce que beaucoup de profils de coureurs peuvent s'imposer entre les punchers, les sprinters punchers, les baroudeurs, les coureurs de classique flandrienne. C'est très très large. Donc c'est assez dur à pronostiquer. Donc faites vraiment attention encore une fois avec les entreprises de paris sportifs. Je rappelle que leur objectif c'est que vous perdez de l'argent, pas que vous en gagnez sur leur dos. Du côté des favoris femmes, eh bien j'ai mis Lotte Kopecky, je mets plus Kopecky que Vollering. Je trouve que Vollering n'est pas exceptionnel en ce moment. Alors encore une fois, je n'ai pas vu la flèche Brabanson, mais il semblerait qu'elle ait craqué complètement dans le final. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a un petit manque de forme du côté de Vollering. Et donc je mise plutôt sur Kopecky, qui elle vient de gagner Paris-Roubaix et a montré de très très belles choses. Longo Borghini, qui en ce moment marche sur l'eau, c'est-à-dire qu'elle se plante quand même assez peu. Alors elle n'a pas fait Roubaix, mais ça reste une fille qui est en grande condition physique. Je mettrais quand même Sierra. Il n'y a pas d'autres stars du côté de la Movistar. Souvent elle est obligée de travailler pour Van Vleuten. Et là ça sera pour elle. Sur un parcours comme ça, elle peut être dangereuse. Arlenis Sierra. Et puis Acheté Moulman, toujours là, sur les classiques ardennaises, Acheté Moulman avec ses qualités de puncheuse, la sud-africaine. Grosse cote, Neviadoma.
Le problème de Nevia Doma, c'est qu'elle n'a pas le punch pour faire la différence. Mais bon, si ça partait de loin, pourquoi pas. Marianne Vos, si ça se regarde un petit peu dans le final, elle peut peut-être revenir et tenter de faire la différence. Du côté des Françaises, moi j'ai bien envie de voir ce que ça va donner pour Léa Curigné. J'ai trouvé assez intéressante ces derniers temps. Et puis Alexandra Melny, du côté de l'Australie et du côté de l'équipe Believe. Les favoris hommes, j'ai mis Van Der Poel, parce que l'équipe est très costaud. Van Der Poel, Laurens, Krag Andersen, Quinten Hermans. Il ne sera pas seul encore au départ de cette épreuve. Il est en grande condition physique, on l'a vu sur Paris-Roubaix. Et puis enchaîner Tour des Flandres, Roubaix, Amstel, je crois que ça n'a jamais été fait. Donc rien que pour l'histoire du cyclisme, ça pourrait être sympa. Michael Matthews, là aussi, pour moi, c'est la course qui correspond le plus à ses qualités. Il est passé 2 fois pas loin d'un très bon résultat, que ça soit sur le Tour des Flandres, que ça soit sur Milan-San Remo. Alors pourquoi pas enfin la victoire sur cette épreuve, parce qu'il tourne autour depuis quelques années Matthews, et il y aurait quand même, là aussi, ça serait bien pour le coureur australien. Marine Vandenberg, parce que c'est un coureur qui est costaud, Vandenberg. S'il attend le sprint, il sera dur à battre. Faut pas qu'il en fasse trop. Pour moi, sur la Flèche Brabançonne, il en a fait un peu trop, Vandenberg. Il est en très bonne condition physique. On se souvient de Benelli l'année dernière. Il sera dans cette équipe Benelli, mais je ne sais pas s'il arrivera à faire la différence. Et moi, je me dis que Marine Vandenberg, qui attendrait un sprint de 20-30 coureurs à l'arrivée de cette épreuve, ça peut se dérouler. Et puis, je mets Cosnefroy, parce que lui aussi, en ce moment, il est sur une bonne dynamique. Le coureur français, et puis qu'il y a une grosse équipe Décathlon AG2R. Hein. Quand on regarde Cosnefroy, Lapera, Godon, Gotera, c'est du solide du côté de cette équipe française. Les grosses cotes, enfin les coureurs que je vais suivre, parce qu'il y en a beaucoup. Stephen Williams, j'ai pas mis Tuns, j'ai pas mis Corbin Strong, j'ai décidé de mettre Stephen Williams du côté d'Israël, mais ils ont de belle équipe. Andreas Krohn, ça me semble un peu trop court du côté des monts pour Van Gils. Donc je mettrais plutôt Andreas Krohn. Moi j'attends Krohn sur cette épreuve-là, Van Etvelt sur la flèche et Van Gils sur... j'attends Van Etvelt et Van Gils à la fois sur la flèche et à la fois sur Liège. Voilà. Pour moi, Krohn, c'est vraiment une course où il peut être performant. Si aussi il n'en fait pas trop, ou il n'est pas à contre-temps, comme sur la flèche Brabançonne. J'ai mis Tobias Allan Johannesson. Il a une très grosse pointe de vitesse, ce coureur-là. Donc forcément, il faudra s'en méfier, comme de Skelmose, pour moi, qui a aussi une très grosse pointe de vitesse, et comme Kevin Vauquelin. Pareil du côté d'Arkea. Puis moi, j'ai bien envie de voir ce que ça va donner Skelmose et Vauquelin sur cette épreuve. Et puis, Ayuso, parce que c'est pas facile pour les débutants. Je ne sais pas s'il aura l'habilité technique pour bien passer cette épreuve. Et puis, Charman aussi, qui est revenu en bonne condition physique du côté de la Bora. Du côté du programme télé et des autres, donc vous voyez, je ne me bouille pas les basses, j'ai mis beaucoup de coureurs, encore une fois c'est très ouvert. Du côté des programmes télé, la course femme à partir de 13h sur Eurosport 2 et France 3. Et puis pour une arrivée prévue vers 14h10, pour les garçons ça sera à partir de 14h35, à la fois sur Eurosport 2 et sur France 3, pour une arrivée prévue vers 16h50. Et puis nous, donc on fera les shorts TikTok juste après cette arrivée. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!